Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous dire comment je gère une HTA résistante. C'est assez simple à partir du moment où on suit toujours le même raisonnement et les mêmes étapes. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une HTA résistante? Est-ce qu'on parle vraiment de la bonne chose? C'est-à-dire, est-ce que mon patient a bien trois traitements antihypertenseurs qui doivent être soit un IEC ou un ARA2, plus un inhibiteur calcique et un diurétique. Et ces trois médicaments doivent être à la dose maximale ou la dose maximale tolérée. Par exemple, si le patient a des œdèmes des membres inférieurs sous une pleine dose d'inhibiteur calcique, on va accepter qu'il n'ait qu'une demi-dose, ou bien s'il développe une hyponatrémie sous pleine dose de diurétique thiazidique, on va accepter qu'il n'ait qu'une demi-dose. Une fois qu'on a fait cette vérification, il faut exclure ce qu'on appelle les HTA pseudo-résistantes et donc éliminer une HTA blouse blanche, donc faire systématiquement une MAPA ou une automesure et on sait qu'on va en trouver dans à peu près un cas sur trois. On va essayer d'évaluer l'observance au traitement antihypertenseur, ce qui n'est pas forcément évident, mais à l'interrogatoire, on va demander au patient s'il oublie de prendre ses traitements, à quelle fréquence, tout simplement si certains traitements ne sont jamais pris parce qu'il y a des effets secondaires réels ou supposés. Et puis, on va éliminer une HTA d'origine toxique ou médicamenteuse, toujours à l'interrogatoire, en recherchant la consommation excessive d'alcool, la consommation d'INS ou d'autres médicaments. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir vraiment rechercher une HTA secondaire et les principales causes, c'est l'hyperaldostéronisme primaire, les sténoses artérielles rénales, les néphropathies et dans les autres causes hormonales, beaucoup plus rares, phéochromocytome, paragangliome et syndrome de Cushing. Donc ça nécessite quelques examens complémentaires dont la réalisation doit se faire la plupart du temps en milieu spécialisé. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Une fois qu'on a fait ces trois étapes, si on a confirmé qu'on était face à une HTA résistante, essentielle, confirmée, on va essayer d'améliorer le contrôle tensionnel. D'abord, on va intensifier les règles diététiques. Donc, on va rappeler aux patients l'importance de contrôler ses apports en sel et de les diminuer, d'augmenter en revanche sa consommation de fruits et légumes, de faire plus de sport, d'essayer de perdre du poids s'il est en surpoids et de limiter sa consommation d'alcool. Tous ces efforts vont peut-être permettre de gagner quelques millimètres de mercure. On peut aussi gagner quelques millimètres de mercure en remplaçant l'hydrochlorothiazide par de l'indapamide qui a une action plus efficace chez les patients. En particulier chez les patients qui ont un DFG supérieur à 30. Chez les patients qui ont un DFG inférieur à 30, on dit classiquement qu'il faut préférer les diurétiques de Lens, même si on a des données récentes qui nous montrent que les diurétiques thiazidiques et apparentés ont une certaine efficacité. Et une fois qu'on a fait ça, on va ajouter la spironolactone. C'est ce qui est recommandé par toutes les sociétés savantes et qui repose sur plusieurs essais contrôlés, randomisés, de bonne qualité. On va ajouter 25 mg de spironolactone, uniquement bien sûr si la kaliémie le permet, c'est-à-dire si elle n'est pas trop élevée, inférieure à 4,5, et également si le DFG n'est pas trop altéré. Cette dose peut être augmentée à 50 mg si l'effet tensionnel est insuffisant. Voilà, avec cette prise en charge, on arrive à mieux identifier les HTA résistantes et à pouvoir orienter la prise en charge diagnostique efficacement. Et lorsque ce sont des HTA résistantes essentielles, on peut contrôler une certaine partie d'entre elles en ajoutant la spironolactone. Merci.